Après 2 échecs consécutifs, voilà 30 ans, Jacques Chirac était élu pour la première fois président de la République. Une victoire d'abord remportée au sein de son propre camp, la droite parlementaire, face à celui qui fut longtemps un compagnon de route, Édouard Balladur. C'est ce fameux duel fratricide qui marqua profondément la campagne présidentielle de 1995 que vient donc de nous remémorer ce documentaire réalisé par Jean-Charles Degnaud. Nous allons y revenir avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par vous, François Baroin, bienvenue. Merci. Vous êtes maire de Troyes depuis 1995, autrement dit depuis 30 ans. Vous avez été de nombreuses fois ministre sous les gouvernements Juppé, de Villepin et Fillon, à la tête notamment des ministères de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances. Vous avez été député puis sénateur de l'Aude, président aussi de l'Association des maires de France. Et puis en 1995, vous étiez porte-parole de la campagne présidentielle de Jacques Chirac, puis porte-parole du premier gouvernement d'Alain Juppé. Nicolas Doménac est également avec nous, bienvenue. On vient de vous voir d'ailleurs dans ce documentaire, avec quelques années de moins, puisque ce documentaire remonte à 2016. Vous êtes journaliste politique, vous avez longtemps officié à l'événement du jeudi, puis Marianne, aux côtés de Jean-François Kahn. Vous avez été chroniqueur politique sur les chaînes du groupe Canal+, puis BFM TV. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur politique à l'hebdomadaire Challenge. Vous êtes l'auteur, entre autres, avec Maurice Safran, de ce livre de 6 bons amis, publié chez Plomb. Vous nous racontez justement ce qu'a été ce combat fratricide, mais aussi d'une biographie de Jacques Chirac, toujours avec Maurice Safran, en 3 tomes, et intitulé « Le roman d'un président ». Et puis enfin, Béatrice Houchard est parmi nous. Bienvenue à vous. Béatrice Houchard, vous êtes journaliste politique. Vous avez couvert 6 campagnes présidentielles pour la Nouvelle République du Centre-Ouest, La Vie, Le Parisien, et vous êtes ancienne rédactrice en chef adjointe du service politique du Figaro. Cette campagne, vous l'avez vous aussi suivie sur le terrain. Pour l'hebdomadaire La Vie, à l'époque. Ouais. On va revoir l'image de la victoire. C'est une image qu'on voit au tout début du film que nous venons de voir. Vous êtes juste derrière Jacques Chirac, c'est la cohue, c'est la victoire. Nous sommes à Iéna, je crois que c'est ça. Au pied du QG, oui. Ouais, c'était là où était le QG de Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez au moment où cette image apparaît? Alors ça, c'est un moment où Jacques Chirac revient de l'hôtel de ville. Il y a l'image très connue, il sort de l'hôtel de ville, il est dans la voiture, il y a sa main géante, il y a Benoît Duquesne, je crois, de mémoire, qui le suit en Notre moto. frère Benoît et donc Duquesne. il arrive, la foule est déjà présente, il doit déjà être peut-être 22h30, 23h. Il faut savoir que Juppé, qui est sur la photo, moi-même derrière, on s'était retrouvés autour de 17h30 à l'hôtel de ville. On était 5-6, ceux qui l'avaient accompagné depuis le point de départ, puis moi j'étais son porte-parole, donc il fallait aussi caler ce qu'on devait dire à 20h. Et le souvenir que j'ai, c'est un souvenir assez fort, en fait, surtout avant ce moment de foule, qui est à 19h20, quand son directeur de campagne l'appelle et lui dit « ça ne devrait plus bouger ». Et nous, on était en face, debout sur son bureau, lui était assis, et il se met les pieds sur le bureau, il met les mains derrière, et dit « ça y est, je suis président, et on va prendre une bonne bière ». C'était un moment extrêmement intense, on revenait vraiment de très très loin. Et puis l'autre souvenir, c'est juste après. Donc là, il y a cette foule, on arrive, c'est un immeuble, avenue d'Iéna. On monte, et puis quelques instants après, Jacques Chirac ouvre un bureau, il me prend dans son bureau. Il était très pote avec mon père, ils étaient à Sciences Po ensemble, donc mes relations étaient personnelles avant d'être politique avec lui. Tout à fait. Et il m'a pris dans les bras, il me dit « je pense à ton père, je pense qu'il serait heureux ». Et il me dit « on se revoit dans la semaine ». Et on s'est revus dans la semaine, mais c'est un moment d'intense force, parce que là, en l'occurrence, c'est 2 ans de solitude, c'est un hiver qui dure 8 saisons, effectivement des trahisons, des abandons, des douleurs, des souffrances. Il montre rien, et là, il a ce visage, cette joie. Et puis quand même, l'écriture du message qu'il adresse à ses parents et aux Français, le message de son élection est également très puissant, et dit de la construction de Jacques Chirac, de l'homme politique sur les 40 ans, mais dit aussi la construction de Jacques Chirac, du candidat pendant 2 ans. Jacques Chirac part très tôt dans cette campagne. Ça a été rappelé d'ailleurs dans ce documentaire, novembre 1994, à travers un entretien dans La Voix du Nord. François l'a dit, il revient de très loin. Ouais. C'était vraiment des enfers. Il faut se souvenir quand même qu'il a
subi une dépression après l'échec de 88 épouvantable, au point que beaucoup ont cru qu'il était fini et qu'il ne reviendrait jamais d'ailleurs, d'où en grande partie les trahisons qui se sont multipliées et celle d'Édouard Balladur. Donc on peut comprendre qu'il a été emporté par la victoire après, mais que ça n'a pas été simple de se retrouver abandonné par beaucoup, même par la plupart, et donc de rebâtir une campagne qu'elle n'avait pas vraiment songé. Et au fond, d'une certaine façon, la trahison de Balladur lui a facilité, puisque au fond, il s'est mis en contre-feu. Il s'est retrouvé lui-même, d'ailleurs, du coup, contre certaines idées de la bourgeoisie qu'incarnait Édouard Balladur, et qu'Édouard Balladur est tombé dans sa propre caricature quand Jacques Chirac, lui, a trouvé une certaine vérité de lui-même. C'était 700 000 voix. 700 000 voix entre Ils ont séparé au final. Entre les deux. Et dans les toutes dernières, oui. Ouais. Et dans les toutes dernières semaines, après l'inversion, la fameuse inversion des courbes de sondage fin février, si je ne me trompe pas, où effectivement, après avoir été quand même devancé, 30% pour Balladur, 15% pour Chirac dans les sondages. Donc l'inversion des courbes de sondage fin février, et ensuite ça se resserre et le suspense demeure quand même un petit peu jusqu'au soir du Vous avez couvert 6 campagnes présidentielles, je l'ai dit dans votre présentation. Celle-là, elle a une place à part. Alors, elle a une place à part. Elle était passionnante. Elle n'a pas été la seule à être passionnante. Elle était passionnante. Moi, elle m'a beaucoup appris sur mon métier, sur la politique évidemment. Mais ça m'a appris. J'étais encore une relativement jeune journaliste. Ça m'a appris à pas prendre les sondages pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, les sondages ne sont jamais des pronostics ni des prévisions. C'est l'état de l'opinion. C'est une banalité de le dire, mais malheureusement, y compris chez les journalistes. Et la leçon n'a pas toujours été très bien gardée depuis. Bon, les sondages, quand j'entends aujourd'hui des pronostics sur l'élection de 2027, ça me fait un peu rigoler, quoi. Les sondages d'aujourd'hui, évidemment, ils disent des choses. Ils nous disent des choses sur l'état de la popularité, la confiance pour les uns pour les autres. Mais pour l'instant, ils ne nous disent rien de 2027. Donc j'ai appris ça. Et l'autre chose que ça m'a appris, c'est que fallait pas choisir son camp. Ça me paraissait une évidence comme journaliste. J'ai vu quand même des choses très étonnantes. Chirac avec 4 ou 5 journalistes, pendant qu'il y en avait 60 avec Édouard Balladur, tout début, je parle de ça début janvier, un souvenir très précis, notamment d'un déplacement à Tours le lendemain de la fameuse interview par Arlette Chabot, où on est 4 ou 5, il n'y a pas de télé, alors il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de chaîne d'infos, donc c'est une autre époque aussi, et où il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, quand Chirac reprend le train à Saint-Pierre-des-Corps, et c'est lui qui va vers les gens dans la gare, car personne ne vient à lui. Il est rayé de la carte, quoi. Il n'existe plus, donc ça, et puis la preuve que dans une campagne, un candidat peut renverser la table. Est-ce qu'il est au sommet de sa carrière politique, Jacques Chirac, en ce mois de mai 1995 ? C'est un vrai fauve politique. Et c'est sans doute pour ça qu'il a remporté ce fameux duel fratricide face à un Édouard Balladur qui, lui, n'avait pas du tout cette même expérience politique, au final. Oui, je crois que c'est plein de choses. C'est d'abord la vie d'un homme, qui est quand même secrétaire d'État sous De Gaulle dans les années 60, extrêmement jeune. C'est un enfant de Pompidou, comme Balladur était aussi un enfant de Pompidou, puisque Balladur a été secrétaire général de l'Élysée. Donc c'est quand même cette génération assez extraordinaire. Puis les 2 fois battu, 81, 88, Nicolas Domenach vient de le rappeler. Sur la vie d'un homme, c'est quand même cette génération qui nous a beaucoup apporté, qui est née avant la guerre, qui grandit sous la guerre et qui se construit à l'amour de l'État sous le général de Gaulle. Donc c'est quand même cette puissance-là, et puis il avait été 2 fois Premier ministre. Il est vrai qu'après 88, moi j'ai pas connu cette période, j'étais trop jeune, on a dit qu'il avait eu un creux, mais il y avait la victoire de 93 où il a été le leader incontestable et il fait rentrer en force le RPR et l'UDF dans une union de la droite et du centre à 450 députés. Moi j'arrive dans cette vague, je suis Benjamin de l'Assemblée nationale, et Jacques Chirac, effectivement, pour lui c'était assez clair. Il se programme en 93 pour l'Élysée. Ce qui change la donne, c'est l'ambition, c'est l'entourage, c'est ceux qui avaient fait l'accompagnement après la défaite de 88, ou ceux qui l'avaient accompagné jusqu'en 88 à la défaite, et qui n'y croyaient plus. Il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient plus en Chirac.
Et ça a été incarné chez Balladur. Et tous ceux qui ont continué à croire en Chirac, c'était les gens qu'il avait vus personnellement dans toute sa vie politique. C'est pour ça que c'est pas juste une séquence de la vie d'un homme pendant 3 mois, c'est une construction d'un homme politique et d'un homme d'État qui arrive à maturité pour prendre la direction de l'Élysée. Et les sondages, moi j'ai en mémoire, il y en a un qui devait sortir en octobre, où ça devait être dans Le Point, il devait être à 12%. Et quand Jacques Chirac me nomme porte-parole de sa campagne, ce qui était quand même un grand risque, d'ailleurs, je lui avais dit non. Je lui ai dit, vous n'avez pas autre chose? Ou quelqu'un, il me dit, j'ai plus grand monde, il faut que tu t'y colles. Je m'y colle. Et en janvier, il y a 80 journalistes au point de presse. La seule question pendant un mois, c'est quand est-ce qu'il jette l'éponge? Quand est-ce qu'il jette l'éponge? Et quelques semaines plus tard, il est président de la République. Donc, il faut voir effectivement la distance qu'il faut avoir à l'égard des sondages. Ça a structuré sa lecture, évidemment, des études d'opinion. Ça a aussi structuré beaucoup d'hommes politiques en se disant, puisque Jacques Chirac l'a fait, nous aussi, on peut le faire. Et dans ce dernier cercle, des derniers soutiens à Jacques Chirac, il y avait bien sûr vous-même, il y avait Jacques Toubon, Jean-Louis Debré, Bernard Pons, qu'on a vu dans ce film, aujourd'hui décédé, Philippe Seguin, également décédé, Alain Madelin, Philippe Douste-Blazy, et puis Alain Juppé, qui était lui ministre des Affaires étrangères dans ce gouvernement Balladur. Il y a un homme dont on ne parle pas dans ce documentaire, c'est Jacques Delors. Et le renoncement de Jacques Delors en décembre 1994, est-ce que ce renoncement de Jacques Delors en 1994 du côté des socialistes a constitué un formidable espace politique qu'a su occuper Chirac? On en a vu d'autres par la suite, des espaces politiques comme ça se créer, ce dont ont bénéficié Emmanuel Macron, c'est clair, c'est du même ordre. Mais c'est vrai que la gauche n'avait plus de champion, c'était son champion putatif qui disparaissait. Maintenant, juste une précision quand même sur les sondages, tout dépend de quels sondages on fait. Moi, je sais que j'avais compris que Édouard Balladur avait beaucoup moins de chance que ce que disaient les sondages officiels, notamment la Sofres à l'époque, etc. Lorsque quand nous avons sorti le livre de Si bons amis, quelqu'un a lancé ce sondage-là, ouvrez les guillemets, nous sommes poursuivis pendant la guerre, chez qui vous réfugiez-vous? Il y avait 38 personnes, je me souviens, dans ce dîner de lancement. Il y en a 37 qui ont dit on se réfugie chez Chirac. C'était un autre sondage, tout dépend de la question que vous posez. Elle révélait une force humaine qui était perçue chez Chirac et pas chez Édouard Balladur. Un mot quand même sur le renoncement de Jacques Delors, pardonnez-moi, parce qu'il y a un espace politique qui se crée là, qui était assez inattendu à cette période-là de la campagne. On a un Édouard Balladur sur une ligne, on va dire, libérale, de droite libérale, et un Jacques Chirac sur une liste social-gaulliste. En tout cas, c'est comme ça qu'a été un petit peu incarné, ont un peu incarné les choses durant cette campagne. Vous avez un avis là-dessus? Est-ce que cet espace politique libéré après le renoncement de Jacques Delors n'explique pas aussi en grande partie ce qui a pu être, même si c'était très, très court, cette victoire de Jacques Chirac? Oui, après, on peut dire aussi que la gauche, après le trou d'air dans lequel elle se trouve avec le renoncement de Jacques Delors, Lionel Jospin qui avait pris du champ depuis sa défaite aux élections législatives de 1993, revient dans le jeu face à Henri Emmanuelli et à Jack Lang. C'était lui le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est lui qui devient le candidat à la suite d'une primaire. Et finalement, on l'a un peu oublié dans l'histoire, c'est lui qui termine en tête le soir du premier tour. Donc finalement, il refait tout le chemin en partant très tard. Je crois que son programme, ça doit être le 6 ou le 7 mars, donc vraiment très très tard. Et on donne pas cher de sa peau à ce moment-là. Il réussit quand même cette campagne-là. Il réussira moins la suivante. Mais celle-là, il l'a réussi. Est-ce que Jacques Delors en campagne, j'ai l'impression qu'il avait les mêmes défauts. C'est difficile, il l'a pas fait cette campagne. Les mêmes défauts qu'Édouard Balladur. Je suis pas sûr qu'en campagne, sur le terrain, il aurait eu cette force de conviction et cette volonté que manifestait Jacques Chirac. Oui, ça c'est à peu près certain, puisque à la fin il a renoncé. D'ailleurs, il n'y est pas allé. Et Jacques Chirac, lui, a continué. Et c'est d'ailleurs la détermination d'un homme. Enfin, moi, je me souviens, je vous parlais de cet hiver qui dure 2 ans. Je me souviens d'un moment avant Noël, à l'hôtel de ville, c'était 5-6 mois avant son élection. Il est très très seul. Le mois de décembre 94, il est très très seul. Et puis, pourquoi j'arrêterais? Je vais y aller. Moi, j'aime les Français, j'ai un projet, j'ai une construction, j'ai une certaine idée de ce que je veux faire. Vraiment, la détermination, c'est le caractère d'un homme. Et sur Delors, on peut aussi raisonner en creux. Si Delors y était allé, est-ce que Balladur aurait fait un score aussi important? Delors, il était dans la filiation de Chaban-Delmas à l'origine.
Balladur a occupé l'espace du giscardisme, mais au fond, c'était l'UDF avait un candidat avec Balladur et le RPR avait son candidat historique et traditionnel dans l'affiliation gaulliste et popidolienne, qui était Chirac. Donc tout ça, ça s'équilibre. C'est difficile de refaire le match. Ce qui est sûr, c'est que ce match, il s'est joué sur la détermination d'un homme, celle de Chirac. Alors, il s'est joué sur un programme, bien sûr, et une formule, réduire la fracture sociale. La fracture sociale, Nicolas Domenach, pour mémoire, ça vient d'où ? C'est vraiment quelque chose qu'a imaginé Jacques Chirac. Vous répondrez après, hein, évidemment. Non, bien sûr, ça a été Parce que le diagnostic était bon. Le diagnostic était excellent. On peut même s'étonner, il était tellement bon, pourquoi il ne l'a pas poursuivi ensuite, pourquoi il a renoncé 3 mois plus tard. Ouais, vous précédez mes questions, mais c'est vrai. Voilà, parce qu'il était vraiment... J'en donnerai quelques éléments. Oui, vous nous expliquerez sans doute. Moi, je mets toujours ce diagnostic avec manger des pommes, pardon. Je veux dire, ça allait l'un avec l'autre. Il y avait quelque chose, une volonté d'aller au peuple, quoi, et de reprendre ce que le gaullisme social avait porté pendant des années, et qu'il a à nouveau oublié ces dernières années, mais qui était vraiment quelque chose de fondateur du gaullisme. Et c'est en renouant avec ça qu'il a retrouvé effectivement un programme. Alors, le gaullisme social en était porteur, il s'agissait de le réanimer. Moi, je pense qu'il y en a d'autres, on cite souvent des noms, celui d'Emmanuel Todd, etc. Moi, je pense que Philippe Séguin, il n'était pas pour rien dans l'inspiration, et que aussi, il a joué un rôle très important dans la campagne. Il veut dire qu'il a été un bûcheron pour abattre, il ne manquait pas d'abattage, Philippe Séguin contre Édouard Balladur, et qu'il a donné il a retrouvé ce sillon, parce qu'on se projette dans l'avenir avec Chirac à ce moment-là, mais à partir d'un passé qui était un capital formidable, quoi. Quel contenu vous aviez mis, vous, à l'époque, derrière cette fracture sociale ? Ça vous paraissait une simple formule, un acte de communication ? C'était aussi... Il y avait quelque chose d'assez concret derrière. Non, je pense qu'il y avait quelque chose de profond et qui correspondait bien à la personnalité de Jacques Chirac. Sans doute aussi un peu de communication et de clin d'œil à une partie de l'électorat de gauche. D'ailleurs, il y a des gens de gauche, je pense à des amis de François Mitterrand, notamment Pierre Berger ou autres, qui ont été séduits par ce discours. Je me souviens un jour de Philippe Séguin croisé tout près d'ici, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, et disant aux journalistes, alors vous savez, Séguin faisant toujours beaucoup de théâtre, et nous disant, je suis inquiet, Chirac m'inquiète, Chirac m'inquiète. On voyait le petit sourire au coin de l'œil, on se doutait bien que c'était une blague, et il dit, dans ses meetings, il m'inquiète. Bientôt, à la fin d'un meeting, je pense qu'il va chanter l'Internationale. Donc, voilà, façon de dire qu'il allait sur la gauche, si on peut dire, si on considère que c'est un discours de gauche. La fracture sociale ? Vous me le permettez, je pense qu'il est faux de considérer que c'était un slogan ou emprunté à un sociologue ou autre. L'histoire de Jacques Chirac, du point de départ de sa construction à Sciences Politiques, à Sciences Po, jusqu'à l'exercice de ses responsabilités, montre qu'il a toujours eu cette fibre d'accompagnement des plus fragiles. C'est quelqu'un qui était capable de consacrer un temps fou pour rendre service à des gens démunis. C'est quand même celui qui a mis en place le SAMU social quand il était maire de Paris, parce que quand il se promenait dans sa ville, il ne supportait pas de voir des SDF à la sortie des bouches de métro. Il avait ça en lui, c'est cette construction. On peut dire que cette campagne a révélé cette partie de lui. On ne peut pas dire qu'il l'a emprunté à quelqu'un, sinon il n'y aurait eu aucune sincérité. On peut aussi ajouter que pendant 2 ans où il est tout seul, il parcourt la France. Il n'y a pas qu'à Paris où il a vu des SDF, il en a vu un peu partout. C'est un pays qui, à l'époque, devait avoir 5-6 millions de pauvres, alors que la gauche avait été au pouvoir sous Mitterrand, et qu'il n'a pas capté par cynisme électoral telle ou telle position. Il a compris qu'il y avait une photographie du pays qui nécessitait de l'accompagner de manière un peu plus vigoureuse. Et c'est pour ça que quand il est nommé, il crée dans le gouvernement Juppé un secrétariat d'État à l'action humanitaire, qui était Henri Emmanuelli, qui était le fondateur du SAMU social. Xavier, pardon. Henri, lui, on l'a évoqué, il a laissé sa place à Jospin du PS. Pour la primaire, Xavier Emmanuelli, qui était un personnage tout à fait apolitique, et qui a été un secrétaire d'État dont la mission a été de mettre en place un SAMU social à l'échelle nationale. Alors il va aussi falloir répondre à Nicolas Domenach, parce que Nicolas Domenach ça a changé nous a dit 3 mois après, finalement, la fracture sociale ne semblait plus à l'ordre du jour. La priorité était à la réduction des déficits, la réforme des retraites, de la sécurité sociale. Ça sera évidemment la mobilisation de novembre 1995 dans la rue, cette fois, contre cette politique menée par le gouvernement d'Alain Juppé. C'est-à-dire que
3 mois plus tard, c'est plus la même ligne qui est suivie. En tout cas, c'est pas l'impression qu'on a eu les Français. C'est à peu près 3 mois, puisque en fait, les premiers arbitrages budgétaires, c'est au mois d'août, et c'est le débarquement d'Alain Madelin, qui était ministre de l'économie, et qui avait du mal à formuler la proposition des 2 points de TVA supplémentaires. En fait, pourquoi il y a ces mesures budgétaires qui donnent le sentiment qu'on a fait campagne sur la fracture sociale et qu'on a oublié, d'une certaine manière, l'aspect budgétaire et qu'on a fait campagne sur le laxisme budgétaire. En fait, tout était calculé par rapport à la qualification pour l'euro. Et les difficultés et les tensions, notamment sur la problématique des retraites, qui est la mère des réformes en matière de finances publiques, avaient amené le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, à proposer à Jacques Chirac d'accélérer le calendrier de cette réforme pour pouvoir être en situation de positionner la France en bonne posture sur la qualification de l'euro. Et au fond, ça a été un virage un peu comme Mitterrand l'a fait en 83, où là, en l'occurrence, sa politique allait dans le mur. Il a fallu corriger le tir, puisqu'il a même fallu bloquer les prix et bloquer Rungis. C'était pas de la même nature. Je pense, moi j'ai tendance à considérer que la vie d'un homme ou d'un chef d'État, elle ne se mesure pas sur 3 mois ou sur 6 mois, c'est vraiment à l'aune de l'exercice de son pouvoir. Et cette fracture sociale, il s'est efforcé tout au long de ces 2 mandats de la réduire. Et à la fin, quand il quitte l'Élysée, à la fin de son 2e mandat, la dette française est à 63%, il y a 3% de déficit, le chômage est en baisse, les entreprises se créent par milliers et il y a une croissance qui est en hausse. Donc sur une forme de pointillisme, si on prend Chirac, président de la République, dans un tableau, l'addition des tâches, même si elles ne sont pas dans le bon ordre, montre qu'il a toujours eu cela en cœur. Mais juste un petit point quand même. Est-ce que le virage, il ne remonte pas à la nomination d'Alain Juppé plutôt que celle de Philippe Séguin? Probablement. Autrement dit, qu'il y avait un choix là quand même qui n'était pas celui d'épouser complètement la fracture sociale aussi béante qu'elle... C'est vrai qu'à l'époque, on attendait surtout Philippe Séguin à Matignon et pas Alain Juppé. Il sait très bien. Jacques Chirac avait besoin et de Séguin et de Juppé. Juppé était au gouvernement, il était ministre des Affaires étrangères. Juppé était un homme fort. À l'époque, il était fort. Chirac lui donne le RPR. Et je suppose que dans la négociation personnelle, Chirac lui donne Matignon. Mais il donne à Séguin l'absence de dissolution. Et il garde Séguin à la tête de l'Assemblée nationale. Mais si Séguin avait été nommé, ce qui aurait été la logique pure de cette campagne autour de la fracture, le mieux au thème principal de la campagne. Il y a la logique pure et la logique pratique. La logique pure, c'est la nomination de Séguin. Philippe Séguin aurait été confronté aux mêmes difficultés de qualification de la France pour l'euro. Donc de toute façon, l'un ou l'autre aurait eu à prendre des mesures dont on aurait considéré qu'à la fin c'était orthogonal à la position de la fracture sociale. Il nous reste 2 minutes. Les conséquences de cette lutte fratricide, Nicolas Domenach. Dans les gouvernements d'Alain Juppé, on ne retrouvera pas de baladuriens. Et pour retrouver des baladuriens au sein d'un gouvernement avec un président qui s'appelle Jacques Chirac, il faudra attendre 2002. Et donc la réconciliation a été très lente. Autrement dit, cette lutte fratricide à laquelle on a assisté en 95, elle a laissé de très nombreuses traces dans la droite parlementaire française. Elle a laissé de très nombreuses traces et qui n'ont pas toutes été, comment dire, ça n'a pas été formulé complètement non plus, parce que moi j'ai ressenti beaucoup dans cette droite-là un affrontement de classe. Hein, Or, on n'aime pas trop ça, hein, dans la droite, évoquer ces questions-là. Il y avait entre le chiracisme de conquête, hein, et le baladurisme, il y avait 2 mondes qui s'affrontaient, hein, et qui se regardaient. Il y avait une mésestime des baladuriens, qui était une mésestime de classe pour Jacques Chirac, qu'on avait repoussé comme un pecno, hein, comme quelqu'un qui avait de la paille dans les chaussures ou dans les oreilles, quoi. Enfin, on ne le regardait pas comme celui qui avait fait l'ENA, qui était pourtant brillant, qui avait épousé une chaudron de Courcelles. Non, on le caricaturait en mec qui n'avait pas de dimension spirituelle, ni d'ambition réelle, ni qui n'appartenait pas à la bourgeoisie, alors qu'il en était aussi. N'empêche qu'il y a eu ça qui s'est prolongé. Alors c'est vrai que tout ça ne s'est pas réconcilié complètement, puisque le gaullisme, je vous le disais, n'a pas renoué avec ses fondamentaux, en tout cas jusqu'ici. Peut-être que dans ces compétitions à venir, ça reviendra. Mais je pense que ça n'a pas été retrouvé, cette matrice commune au gaullisme. Même analyse ? Même analyse, et ça aboutira en 2002 à la volonté que Jacques Chirac de regrouper les 2 partis dans l'UMP, sauf François Bayrou qui restera de son côté. François Bayrou qui doit être, sauf erreur de ma part, dans le premier gouvernement de 95, l'un des seuls, ou peut-être le seul, soutien de Balladur à rester au gouvernement. Je crois qu'il y avait dans le gouvernement. Mais, Dominique Perben aussi. Oui. Peut-être Lamassoure aussi.
Peut-être, oui. Enfin, non, il y a eu quelques-uns, mais Léotard, Sarkozy, Pasqua, etc., n'étaient pas dans cette version-là. Je pense que c'était volontaire de la part de Jacques Chirac, oui. Il voulait laisser, qu'en 2002, à laisser le temps faire son œuvre, d'avril la punition. 2002, malheureusement, hein, on connaît le scénario de cette élection, un autre scénario. Hein, et on oublie avec Jean-Marie Le Pen. En 1995, Jean-Marie Le Pen de la est à 15%. On attendait peut-être de Jacques Chirac un gouvernement d'union nationale à la sortie de cette victoire de 2002. Il aura fait un gouvernement d'union de la droite. Finalement, il aura fait, il aura en partie comblé. Oui, mais enfin. Pardon, hein, mais la gauche a une part de responsabilité énorme là-dedans. Elle était complètement éclatée. Il y avait Taubira, il y avait Chevènement, Jospin s'était effondré. Vous prenez qui à gauche pour incarner une partie de la gauche, alors qu'ils venaient de gouverner pendant 5 ans et qu'ils étaient responsables, d'une certaine manière, du kérosène qui avait permis à Le Pen d'être présent au second tour de la présidentielle. Donc c'est plus subtil que ça, si je puis me permettre. Hein. En tout cas, dans l'esprit de Chirac, c'était plutôt la France est très fragile, c'est de la porcelaine, et il faut la manœuvrer de manière appropriée. Ça sera le mot de la fin pour avoir commémoré cette victoire, éclatante victoire de Jacques Chirac en 1995 à l'issue de ce fameux combat fratricide. Pas seulement, hein, on l'a dit aussi, hein, après ce documentaire concernant cette fameuse victoire de 95 de Jacques Chirac. Merci à tous les trois. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc, bien entendu. Nos invités pourront réagir aussi à ce que seront vos réactions sur ce #Débadoc. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Prochain Débadoc, ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.